La dette, la dette, la dette, l'obsession de la dette, voilà le carcan idéologique dans lequel est enfermé le gouvernement, toute la Macronie et avec elle l'Union européenne telle qu'elle ne va pas. Et d'ailleurs, vous avez vu que le MEDEF commence déjà à utiliser cet argument de la dette pour expliquer qu'il va falloir travailler plus, qu'il va falloir mettre à sac à nouveau le code du travail. Donc cette semaine, troisième acte d'une certaine manière, après l'aveuglement, le refus de la solidarité, et maintenant, on va s'engluer dans l'austérité budgétaire, puisqu'il y a eu un jugement en Allemagne. À 7 voix contre 1, les juges institutionnels allemands ont décidé de rejeter les plaintes des eurosceptiques. D'une certaine manière, c'est la Bundestag qui lance un ultimatum à l'Europe. Aujourd'hui, je pense qu'on est au pied du mur, et si on ne se rend pas compte que ce qu'il faut faire, c'est mutualiser la dette, harmoniser les politiques sociales et fiscales, sortir du dogme de la réduction des dépenses publiques. La vérité, c'est que les dettes contractées pour affronter la crise du coronavirus ne seront jamais remboursées. Vous voyez des dirigeants français ou d'autres États qui tirent comme un parapluie, vous voyez, en disant « mais non, c'est pas moi ». C'est l'Union européenne, mais en réalité, l'Union européenne, ce sont les États qui la fabriquent. Nous avons besoin de nous libérer du boulet de la dette et de nous libérer du boulet de ceux qui dirigent la France et l'Union européenne. Inspirez, expirez 21, première action! Bravo! Le calendrier du Covid. Il n'y en a plus, il y avait les chocolats qui tombaient, mais ils ont tous été mangés. À partir de lundi, on entre dans une nouvelle séquence avec le déconfinement progressif qui, à mon sens, est d'abord une bonne nouvelle parce que nous avons besoin de retrouver davantage de liberté après 2 mois d'enfermement. C'est très difficile sur un plan psychologique et sur plein de plans, en fait, de la vie. Donc, je prends ça d'abord comme une bonne nouvelle, à ceci près que les conditions préparées par le gouvernement laissent pour le moins perplexe. Et j'ai écouté très attentivement la conférence de presse du gouvernement sous l'égide d'Édouard Philippe. Et il y a un certain nombre de questions qui restent en suspens, qui ne sont pas correctement réglées. Alors je prends la première, celle des masques, parce qu'il nous semble que la première condition du déconfinement, c'est que chacune et chacun puisse disposer de masques suffisamment, puisqu'il faut les changer régulièrement, et que la gratuité de ces masques était quand même la meilleure des solutions, avec par exemple des distributions à l'entrée des métros en Île-de-France où c'est une question très importante, des métros ou des RER, et que cette gratuité permette de protéger tout le monde, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir en acheter suffisamment pour des raisons de difficultés financières et qui du coup peuvent remettre toujours le même, ce qui est dangereux, ou alors des gens qui vont être encore plus en difficulté parce qu'ils sont chaque mois à 1 euro près et que faire en sorte que toute la famille puisse avoir des masques, ça a un coût. Et je pense que dans une puissance économique comme la nôtre, il était quand même pas si compliqué, non seulement de produire des masques, mais aussi d'en assurer la gratuité. Mais malheureusement, le gouvernement en a décidé autrement et je pense que c'est une faute politique. Problème également sur les tests. La condition du déconfinement, c'est qu'on soit protégé, et pour être protégé, il faut tester. Tester massivement, pas forcément tout le monde à chaque instant, évidemment, c'est compliqué, mais en tout cas, essayer de tester tous ceux qui ont des symptômes et au plus près les personnes qui ont été en contact avec celles qui ont eu des symptômes. Ça me paraît être le minimum syndical, si j'ose dire. Or, le gouvernement a affiché une espèce de carte magnifique, toute verte, où tout le monde pourrait être testé, en tout cas pas tout le monde, mais suffisamment de personnes pourraient être testées de telle sorte que la situation serait mirifique. Première question, est-ce que le gouvernement est en capacité de produire suffisamment de tests? Vous avez peut-être vu, mais il y a eu des enquêtes journalistiques qui révèlent qu'on est peut-être à un même niveau de scandale que sur les masques, parce que le gouvernement n'a pas su répondre à temps à des propositions d'entreprises publiques ou privés d'ailleurs, qui proposaient de le faire. Je pense à des labos de recherche publics, des laboratoires de vétérinaires qui disaient « nous sommes en capacité de le faire ». Bon, le gouvernement a tardé, là encore, fiasco, et à la fin des fins, comme ils ne sont même pas capables de savoir ce qu'on peut produire, ils ont commandé à une entreprise privée un audit pour évaluer les capacités de production. À ma connaissance,
non seulement c'est complètement dingue de donner ça au privé, mais en plus il semble que le rapport n'ait pas été remis, en tout cas nous n'en avons pas connaissance. Donc je suis inquiète sur les capacités véritables de production de tests et sur le fait que le gouvernement semble naviguer à vue et ne pas maîtriser la situation. Ils annoncent qu'ils sont capables d'en produire 700 000 par semaine et que nous aurions besoin en réalité de 550 000 tests par semaine. Bon, à voir, je regarde du point de vue de la Seine-Saint-Denis, qui est le département que je représente à l'Assemblée nationale, et là, du point de vue de la préfecture, on nous dit qu'il y aura 2500 tests de disponibles par jour. A priori, ces 2500 tests ne sont pas suffisants. Il semble que c'est au moins le double qu'il faudrait imaginer pour avoir des capacités qui permettent de couvrir les besoins de façon un peu sérieuse. Alors, je m'interroge, je ne comprends pas très bien le rapport entre les chiffres. Est-ce qu'on nous annonce quelque chose de mirifique mais qui n'est pas réel quand on le décline par département? Est-ce qu'il va y avoir de très grandes inégalités? Alors, ça serait curieux qu'un département si touché comme la Seine-Saint-Denis ne soit pas correctement doté. Bref, il y a quelque chose qui ne me paraît pas complètement clair et je trouve que la conférence de presse du gouvernement ne nous a pas concrètement éclairés. On a un effet d'affichage, mais ce dont on a besoin pour être rassuré, c'est de voir la chaîne de production, la chaîne de distribution totalement éclaircie. Nous n'avons pas eu ces points au moment de ce temps d'information important. Autre problème majeur, la question des écoles. Incroyable. Alors là, bon, c'est un cafouillage complètement fou. Je reste vent debout contre l'idée que ce sont les parents qui vont donc décider ou non d'envoyer leurs enfants. J'ai moi-même reçu un formulaire me disant « Est-ce que vous mettez vos enfants à l'école, à la cantine, etc. » Et c'est moi qui seule doit décider, ce qui d'ailleurs est assez rude parce qu'on a l'impression que il va y avoir les mauvais parents qui envoient leurs enfants dans des établissements qui ne seraient pas sûrs et de l'autre côté, des parents très protecteurs qui garderaient leurs enfants. Évidemment, c'est une situation qui est incroyable. Et normalement, l'éducation nationale, c'est elle qui doit organiser la scolarité obligatoire et donc prendre cette décision et en assumer la responsabilité. Donc c'est une rupture du point de vue du contrat républicain et je suis très en colère de cette disposition. Et je pense à tous les personnels de l'éducation nationale qui aujourd'hui s'arrachent les cheveux parce que je crois qu'ils ont des documents extrêmement longs, difficilement compréhensible pour assurer tous les coordonnées de protection sanitaire et permettre que les classes puissent réouvrir. Alors en petits groupes, certaines classes non. Enfin, c'est une usine à gaz extrêmement complexe. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vois que le gouvernement se défausse pour l'essentiel aussi sur les maires. Parce que c'est aux maires qu'on dit au fond débrouillez-vous. Et beaucoup de maires ont d'ores et déjà décidé qu'ils n'étaient pas en capacité de réouvrir. Donc il va y avoir en plus des inégalités territoriales évidentes. Donc je crois que là, sur l'école, et d'ailleurs le ministre Blanquer était très crispé, j'ai trouvé, au moment de la conférence de presse, parce que je pense que aujourd'hui, non seulement les parents sont très en colère, ne comprennent rien, mais le personnel éducatif est en grande difficulté, les maires avec. Donc je crois que là, on a quelque chose qui dysfonctionne profondément et c'est particulièrement grave sur un enjeu majeur, celui de l'éducation et bien sûr de ce qui permet aussi aux parents de retrouver la possibilité de travailler et la possibilité de gagner en liberté. Enfin, sur cette conférence de presse, j'ai été encore une fois agacée, pour le dire avec euphémisme, parce que les personnels soignants ne voient toujours pas venir une augmentation de leur rémunération. Ce qu'on leur garantit, ce sont des primes. Mais alors, évidemment, des primes, c'est un minimum. C'est évident que, vu la situation qu'ils ont affrontée, c'est normal qu'ils aient des primes. Mais ce que revendique le monde soignant, et à juste titre, c'est une revalorisation des rémunérations. Ça fait 2 mois que nous sommes en confinement, que la crise est à son paroxysme, et le gouvernement est incapable de nous dire que dans la hiérarchie des métiers, ceux du soin vont être revalorisés et que cela va se voir sur la feuille de paye. Et ça me paraît tout à fait insensé du point de vue de ce gouvernement. Même chose sur ce qu'on n'a pas vu venir, c'est pour tout ce qui relève de la solidarité alimentaire, les conséquences de la crise économique,
le tissu de TPE, PME qui va prendre très cher. Vous avez écouté Madame Pénicaud peut-être, si vous étiez devant votre télé au moment de cette conférence de presse. Et là, c'est carrément le vide. Hein. On prend des notes et puis à ce moment-là, le stylo reste comme ça parce qu'il n'y a rien à noter, parce qu'au fond, il ne se passe strictement rien. C'est Bruno Le Maire qui a dit une seule chose, la suppression des charges patronales. Tout est dit déjà dans le mot charge, parce qu'il faudrait quand même qu'on arrive à un vocabulaire correct. Ce sont des cotisations sociales. Et si on supprime les cotisations sociales, ça veut dire que les caisses de sécurité sociale vont avoir un manque à gagner. Alors, si on prend ce biais pour soutenir le tissu des entreprises, j'aimerais que dans le même temps, on nous dise qui va compenser ce manque à gagner pour les caisses de sécurité sociale. Rien évidemment pour relever le RSA, ce qui était quand même la moindre des choses à faire dans un moment où on voit que la récession économique va déferler et que plein de gens vont être au chômage, les femmes encore en premier gros bataillon, que tous ceux qui étaient en intérim ont eu un trou considérable. Bref, on va avoir des situations sociales très tendues et je ne trouve pas dans cette conférence de presse sur le déconfinement de mesures à la hauteur qui vont permettre d'amortir le choc et de commencer ce qui devrait être notre cap, le partage des richesses pour affronter la crise. Vous avez peut-être vu cette magnifique vidéo de Vincent Lindon qui lit un texte bouleversant dans lequel il dit très simplement une chose, c'est qu'il est temps que les hyper riches, qu'il s'agisse de grands groupes économiques ou des personnes qui détiennent énormément d'argent, mettent au pot commun pour justement affronter la crise et nous permettre de basculer vers une société plus forte du point de vue de la justice sociale. Donc tout ça ne va pas, mais tout ça ne va pas aussi parce qu'il y a un fil conducteur dans la conception mentale qu'a la Macronie de la société et de la façon dont il faut l'orienter, c'est cette fameuse dette. La dette, la dette, la dette, l'obsession de la dette, voilà le carcan idéologique dans lequel est enfermé le gouvernement, toute la Macronie et avec elle l'Union européenne telle qu'elle ne va pas. Et d'ailleurs, vous avez vu que le MEDEF commence déjà à utiliser cet argument de la dette pour expliquer qu'il va falloir travailler plus, qu'il va falloir mettre à sac à nouveau le Code du travail. Une étude de l'Institut Montaigne, qui est un institut vraiment tout à fait gagné à ses idées néolibérales, vient de rendre un rapport où il nous explique qu'il va falloir dire au revoir au temps de travail actuel et à toutes les normes de sécurité et de droit actuels. Donc c'est assez grave. Et donc cet enjeu de la dette, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui rend incapable les gouvernements européens de prendre des mesures à niveau de la situation. Alors je dis, ce n'est pas nouveau, parce qu'on a d'abord eu, et ça s'est fait en plusieurs actes, une Union européenne qui n'a pas vu le problème, c'est-à-dire qui a été aveuglée et au début de la crise sanitaire n'a pas pu anticiper et accompagner. Une fois que la crise a été très très grande en Italie, très forte en Italie, il a fallu se rendre à l'évidence. L'Union européenne a d'abord brillé par son incapacité à agir dans la crise. C'est-à-dire qu'il y a eu un déni, un aveuglement, une impréparation, et ça, c'est la première étape gravissime de l'Union européenne. Puis après, évidemment, il a bien fallu se rendre à l'évidence parce que la crise était sous nos yeux, en Italie, de façon dramatique, et donc la sonnette d'alarme était tirée. Mais la vérité, c'est que là, l'Union européenne a d'abord renvoyé la responsabilité sur les États, en se défaussant d'ailleurs à partir du fait que la santé ne fait pas partie de ses premières compétences. Et là, on a vu une situation hallucinante, c'est que l'Italie demandait de l'aide et qui est arrivé, ce sont les Chinois. Et l'Union européenne est restée les bras ballants. Donc ça a été quand même un moment où on s'est rendu compte que cette Union européenne, c'était vraiment déjà le Titanic. Mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu des discussions pour voir comment au moins on pouvait accompagner les États pour tout simplement permettre non seulement de faire face en urgence, avec les emprunts nécessaires par rapport à la crise, mais aussi d'anticiper la récession économique. Et là, catastrophe sur catastrophe, puisque l'Allemagne, aidée par d'autres pays, comme les Pays-Bas et autres, ont freiné des quatre fers et empêché que cette solidarité puisse s'exprimer. Donc cette semaine, troisième acte d'une certaine manière, après l'aveuglement, le refus de la solidarité, et maintenant,
on va s'engluer dans l'austérité budgétaire. Et ça, c'est vraiment le fondement, malheureusement, de cette Union européenne avec tous ces traités imposés, puisqu'il y a eu un jugement en Allemagne, un jugement du Conseil constitutionnel qui ont rendu un arrêt qui, à mon avis, va faire absolument date du point de vue de l'histoire de l'Union européenne. À 7 voix contre une, les juges institutionnels allemands ont décidé de rejeter les plaintes des eurosceptiques en Allemagne contre un programme de rachat des titres qui est un programme qui date de 2014, impulsé par la Banque centrale européenne et qui visait en gros à éviter qu'il y ait des taux d'intérêt trop différents, divergents entre les États. Et l'objectif à ce moment-là, c'était d'éviter qu'il y ait d'une certaine manière une explosion en vol de la zone euro. Bon. Sauf que dans ce rendu, ce qui a donc rejeté les plaintes des eurosceptiques, c'est la conclusion qui est la plus éclairante et la plus importante. Parce que dans la conclusion de ce jugement, ce qui est dit est essentiel. Les juges reprochent à la Banque centrale européenne de ne pas avoir suffisamment justifié sa décision par le fait qu'acheter des titres souverains doit être proportionné au mandat des traités européens, c'est-à-dire de rentrer dans les clous de l'austérité budgétaire dans le moule néolibéral avec sa fameuse règle « je vous passe des 3% et tout le train-train ». D'une certaine manière, c'est la Bundestag qui lance un ultimatum à l'Europe. C'est ça qui est en train de se passer et je crois que l'avenir de la zone euro est de ce fait en jeu. Et d'ailleurs, Les Échos ne s'y sont pas trompés, qui est un journal économique qui a bien vu l'enjeu, puisque le journal a titré « L'Allemagne joue avec le feu en Europe ». C'est ça qui se passe. Et à mon sens, c'est un peu le cœur du sujet, du problème, parce qu'il faudrait faire totalement autrement que ce qui est imprimé dans les traités européens. Je ne cesse de le dire depuis Maastricht, ça fait un moment que tout ça a été construit totalement à l'envers, mais aujourd'hui, je pense qu'on est au pied du mur, et si on ne se rend pas compte que ce qu'il faut faire, c'est mutualiser la dette, d'abord, c'est harmoniser les politiques sociales et fiscales, et c'est sortir du dogme de la réduction des dépenses publiques. C'est ça qu'il faut imposer maintenant à l'échelle européenne, sans doute avec des alliances qui soient des alliances, par exemple, avec les pays du Sud, contre en tout cas l'Allemagne et ses alliés, mais il y a bien un rapport de force à mener, parce que pour l'instant, nous allons littéralement dans le mur. Et que la vérité, c'est que les dettes contractées pour affronter la crise du coronavirus ne seront jamais remboursées. C'est ça la vérité. Et que ce qu'il faudrait, c'est que la Banque centrale européenne puisse prêter directement aux États sans passer par les marchés financiers, ce qui est le cas aujourd'hui et qui nous met la corde au cou. À l'échelle française comme à l'échelle européenne, et bien souvent d'ailleurs, vous voyez des dirigeants français ou d'autres États qui tirent comme un parapluie, vous voyez, en disant « mais non, c'est pas moi ». C'est l'Union européenne, mais en réalité, l'Union européenne, ce sont les États qui la fabriquent. Et la Macronie est tout à fait d'accord avec cette orientation qui nous mène dans le mur, comme je le disais, et ce sont les règles néolibérales qui nous conduisent au désastre. Et il faut s'en émanciper pour réussir à affronter la période qui vient et l'immense récession économique, pour ne pas rejouer, y compris ce qui s'est fait en 2008 avec la crise des subprimes, où alors que nous avions le monde financier qui était en train de s'écrouler, c'est-à-dire le système qui était en train de péricliter sur le dos des peuples qui payent la crise, la réponse des gouvernants a été de remettre 10 balles dans la machine des marchés financiers. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si, alors que nous avons besoin d'investir pour basculer dans une transition sociale et écologiste, si à ce moment-là, eh bien, l'Union européenne dit « Ouh là là, non !» on ne prête pas d'argent, tout le monde doit faire payer à ceux qui travaillent, etc., la crise pour éviter l'endettement, eh bien, on va reproduire exactement la société, non pas d'ailleurs totalement à l'identique, mais en aggravant les inégalités sociales et en aggravant les possibilités de répondre aux défis climatiques. Ça fait beaucoup. Donc, c'est vous dire que nous avons besoin de nous libérer du boulet de la dette et de nous libérer du boulet de ceux qui dirigent la France et l'Union européenne.